bienvenue à notre live sur la posture 4. Du livre Je suis là avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance. Aujourd'hui, avec notre chère Rose Guerrillo, qui est une amie de formation, constellatrice familiale, psychologue clinicienne, une personne avec qui je partage une façon de voir la vie très similaire. Et nous avons cette harmonie, cet échange que nous avons vécu au fil des années chez Ellinger dans la formation en tant que constellatrice. Et nous continuons à échanger dans cette amitié, cette expérience. Elle est aussi mère et a également vécu plusieurs de ces défis et les vit dans sa pratique clinique, dans son travail de psychologue. Donc, aujourd'hui, elle sera ici avec moi pour discuter de cette posture, la 4. Nous sommes ensemble pour gérer ces sentiments. Alors je vais appeler. Allez, bonjour. Bonsoir, ma chère. Tu m'entends? Bienvenue. Oui, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends bien? Je t'entends bien, je t'entends bien. C'est bien. Bienvenue, Rose. Enfin, on fait un live, n'est-ce pas, Mathieu? C'est vrai, c'est une grande joie de participer à ce live avec toi. Des postures du livre, parce que c'est un livre vraiment très spécial, n'est-ce pas, Dami? C'est un livre très important. Et quand je regarde ces livres, je pense aux nombreuses familles qui traversent cela et qui n'ont pas les moyens de payer un psychologue, un psychiatre, et que ce livre, en fait, avec ses lives, avec tout ce que tu fais, va apporter beaucoup de chaleur au cœur de ces personnes. Beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Maintenant, oui, nous savons que ce livre ne remplace pas le travail des psychologues, des psychiatres, parce que, dans certains de ces cas, parfois, la situation s'aggrave beaucoup et nous avons besoin d'un soutien, tout un soutien multidisciplinaire, pour pouvoir intervenir dans ces cas. Mais, c'est sûr, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de ressources aux familles. Tout est très intégratif, n'est-ce pas, Dani? Tout va s'intégrer, tout va se compléter. Donc, il y a ce complément. Très bien, Rose. Peux-tu te présenter un peu ici pour que les gens te connaissent? Je suis Rose Verillo, comme Dani l'a dit, je suis psychologue depuis plus de 25 ans. J'ai un long parcours. Dans ce parcours, j'ai fait de la psychologie, une spécialisation en psychologie indienne, psychotomatique. Et j'ai suivi un long chemin jusqu'à arriver à la constitution familiale. C'est là que Dani et moi nous sommes rencontrés. N'est-ce pas? Oui. Il y a une rose. Avant la constitution familiale et une rose. Après la constitution familiale, car travailler avec ses expériences, avec ses pratiques, ça affine vraiment l'âme de ce que nous disons. Dans mon parcours, j'ai choisi de ne pas travailler avec des enfants, car dès que j'ai commencé à travailler avec quelques enfants, mais j'ai alors réalisé qu'en fait, les conflits de l'enfant provenaient des parents, de situations familiales. Et j'ai cru que si je travaillais avec ses parents, si je travaillais avec ces adultes, nous aurions des enfants plus sains. Et, en fait, quand j'ai cru que j'allais travailler avec un adulte, je ne savais pas que j'allais travailler avec les enfants. De la même manière. Parce que quand l'adulte arrive ici, ce que nous travaillons, c'est son enfant intérieur, c'est son adolescent qui, d'une certaine manière, ont vécu des situations où ils se sont figés. Où la blessure s'est figée, où la douleur s'est figée. Et alors, nous allons regarder cet enfant, cet adolescent. Et c'est très agréable de regarder cela. Et quand vous travaillez avec les parents, quand vous travaillez avec l'adulte et vous dites, regardez, maintenant nous aurons des enfants en bonne santé. Mais souvent, je remarque que cet adulte qui a été beaucoup travaillé
a aussi des enfants avec de nombreux troubles. Et là, je pense, c'est qu'il est tellement intègre, en fait, pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Mieux. Alors, cet enfant sera très bien pris en charge. Alors, j'ai suivi ce chemin. Aujourd'hui, je reçois des adolescents. Aujourd'hui, je reçois peu d'adolescents, mais je suis avec les parents. Je suis beaucoup avec les parents, avec les adultes. Et c'est très important ce que vous dites parce que c'est quelque chose que, au début, nous avons cette vision très, oh, oui, divisée, n'est-ce pas? Soit l'enfant, soit l'adolescent, soit la mère, soit le père, alors que c'est un tout. Et c'est aussi ce que les constellations familiales nous apportent, cette vision systémique, cette compréhension que ce qui est ici est aussi là. Il y a un oui. Et qui va et vient tout le temps dans ce mouvement. Et aussi, non, seulement au sein d'une famille, mais dans ce temps intérieur dont vous parliez pour les adultes. Aujourd'hui même, j'ai posté une phrase disant que nous ne marchons jamais seuls, nous marchons accompagnés de qui nous avons été, de qui nous sommes et de qui nous serons. Parce que ce que nous avons été définit beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui et beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui définit. Ce que nous serons. Donc, dans ce sens, ce temps est unique, n'est-ce pas? Il est quantique et il agit tout le temps. Donc, c'est pour cela que je dis de plus en plus que l'état de présence est l'état de créer. Quelque chose de nouveau est toujours possible. Et cela agit à tous les temps et dans toutes les instances de la famille, n'est-ce pas? Et parler des enfants et des adolescents en souffrance, c'est parler des systèmes familiaux en souffrance. Alors, pour qu'un adulte dans sa propre famille puisse se former pour pouvoir suivre un cas comme ça, de grandes souffrances chez un enfant, chez un adolescent, il devra nécessairement entrer en contact avec son propre enfant intérieur, son adolescent intérieur. Et c'est très beau quand on parvient à faire cela. Et dans le livre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer le livre aussi un peu, je suis ici. Seulement avec la poupée qui est Je suis là avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance. Je parle tout le temps, tu sais, Mozo, de cet aller-retour. Regarde à l'intérieur de toi, parce que quand tu prends soin de ton enfant intérieur, tu as beaucoup plus de carburant pour t'occuper de ton enfant, de ton élève, de ton patient, n'est-ce pas? Et, en même temps, quand tu prends soin de ces enfants dehors, tu as l'opportunité de guérir ton enfant et ton adolescent intérieur. C'est une voie à double sens, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il été pour toi de le percevoir? Cet aller-retour dans le livre? Et dans la vie aussi, dans ta pratique également, n'est-ce pas? Parce qu'on fait. Ce que tu as dit, n'est-ce pas, Dani? Il n'y a pas ceci ou cela. Il y a ceci et cela. Alors, nous, quand nous travaillons avec nos enfants, par exemple, et que nos enfants ont des sentiments divers et que nos enfants sont différents, alors nous devons faire une lecture de cet enfant qui est en colère et de cet autre enfant qui est en colère et voir comment je vais gérer chaque enfant. Ou je vais faire une lecture de chaque patient qui arrive ici, patient, adolescent, dans ce processus de crise très forte qu'il traverse vraiment, tu sais, très douloureux, vraiment. Et la façon dont je vais travailler avec chacun est différente, n'est-ce pas? Parce que chacun a une lecture, chacun porte un bagage, n'est-ce pas? Chacun a une histoire de vie. Alors, un enfant naît avec d'innombrables possibilités et il se développe au fil des années et aussi en fonction du milieu social dans lequel il se trouve. Et ce que vous avez dit est très important parce que là, quand va-t-il montrer à nouveau qui il est? Ce qui est à l'intérieur, ses idéaux, à l'adolescence. Quand il commence à vivre l'archétype du héros, vraiment. Maintenant je peux tout, maintenant je vais faire à ma façon. Et avec la pandémie, ils sont restés enfermés à la maison. Alors, c'est une cocotte minute.
Et donc, comment vais-je travailler avec eux? Je vais vraiment faire cette lecture de cette histoire de vie parce que chacun est unique. Nous avons beaucoup de théories, mais en réalité, notre expérience, et Jung disait cela, que le véritable professionnel est celui qui a de l'expérience, celui qui a vécu beaucoup de choses, celui qui sait. Alors, l'adolescent va venir ici et me dire qu'il est en colère, qu'il vit certaines situations. Nous avons déjà été adolescents, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que je crois que pour toi c'est difficile. Je sais que pour toi c'est difficile. N'est-ce pas, Tom? Je sais que c'est vrai. Je suis ici avec toi. Alors, maintenant tu peux exprimer ta douleur. Et là, souvent, Danny, j'entre vraiment dans l'imagination, n'est-ce pas? Alors, imaginons, réfléchissons, ressentons dans ton corps physique. Que se passe-t-il dans ton corps? Quelle image surgit quand tu ressens cela? Mais quelle est la partie du corps qui te dérange? Chacun est un dommage. Parce qu'il y a des patients qui arrivent ici et me regardent, adolescents, comme ça, de 15 ans, et disent, Rose, j'ai juste besoin de rester tranquille aujourd'hui. Je dis, d'accord. Restons tranquilles ensemble, n'est-ce pas? Parce que, sur le site, en tant que thérapeute, le silence est très difficile, d'accord? Et là, tu finis par rompre le silence. Quand le patient te dit, je veux juste rester tranquille. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, imagine faire ça avec ton enfant, Rose, parce qu'il y a une autre compétence que tu n'as pas mentionnée là. Tu es mère de 2 femmes, maintenant, qui ont été des enfants et des adolescentes et qui ont traversé, n'est-ce pas, comme tout le monde, des souffrances, n'est-ce pas, dans l'enfance à l'adolescence. Alors, là, c'est plus difficile de faire silence, n'est-ce pas? Et là, c'est drôle, n'est-ce pas? Intéressant, Danny, parce qu'en fait, n'est-ce pas? Mes filles m'ont poussé, n'est-ce pas, à vouloir toujours découvrir plus, n'est-ce pas? Je vais parler du mythe du guérisseur blessé que je trouve très intéressant. Le guérisseur blessé de la mythologie est Aer, qui est Obaluae. Alors, Obaluae a été rejeté par sa mère. Et il est devenu très triste, il est devenu très. Avec ce rejet. Et puis il a grandi avec ce rejet, toujours très triste, très silencieux, très dépressif. Et puis, un jour, il y a eu une fête de tous les dieux et il a été invité. Sauf qu'il est resté à l'extérieur, il ne voulait pas entrer. Parce qu'il disait que cette fête n'était pas pour lui. Fabio, comment allait-il se couper? Comment allait-il entrer à cette fête? Et puis Duno, qui est resté. Qui a eu de la compassion, de l'empathie, a eu pitié, a fait ce vêtement de paille pour lui, tu sais? Il a fait un vêtement de paille et a couvert tout son corps des blessures qu'il portait, qui, en fait, étaient la variole, n'est-ce pas? Et voilà, maintenant tu peux entrer, Polo, maintenant tu peux entrer, car tes blessures sont toutes cachées, n'est-ce pas? Et il a dit, ah, alors maintenant je vais entrer. Et il est entré à la fête. Et voilà un sang. Et elle fait ce désordre, et le vent, et ce vêtement de paille en haut, en bas, et ça souffle tout. Et quand elle met ce vent, quand elle fait que tout cela se produise, ses blessures commencent à éclater. Popcorn. Et il a un visage magnifique, tu sais? Et, en fait, c'est ce qui se passe. Le maïs qui est dur passe par la chaleur et il devient du popcorn. Alors, quand je parle de mes filles, Dani, c'est quand je dis que je me suis agenouillée et que j'ai prié. Parce qu'alors j'ai traversé. Cette inflammation, cette descente aux enfers, de vouloir savoir qui j'étais, de vouloir faire éclater ces pop-corns, de vouloir ressentir ma douleur, découvrir mon enfant intérieur,
Mon adolescence, c'est ici. Ça pourrait être différent avec elles. Et bien sûr qu'elles ont eu leur propre douleur, bien sûr qu'elles ont vécu des situations très difficiles, de nombreux traumatismes. Et là, j'ai découvert que je devais gérer différemment les traumatismes de chacune. Et là, le silence est difficile, n'est-ce pas, Dani? Là, le silence est difficile. Parce que tu veux enlever la douleur avec la main, n'est-ce pas? Tu ne veux pas qu'elle ressente, n'est-ce pas? Qui va les mettre sous cloche et dire, tu ne vas pas ressentir ces choses que j'ai déjà ressenties. Tu ne vas pas vivre ce que j'ai déjà vécu. Et là, tu découvres, quand tu poses les rives du fleuve, n'est-ce pas, que tu n'es que la rive. Oui, cela me fait penser aussi, cela m'a donné l'image maintenant d'un cocon, n'est-ce pas? Parce que le cocon exerce cette pression contre la chenille, qui se transforme en papillon, et cet inconfort la pousse à presser de plus en plus ses ailes pour que l'irrigation atteigne le bout des ailes, n'est-ce pas? Alors, cet inconfort pour pouvoir appliquer cette force contre les parois du cocon, c'est ce qui va, n'est-ce pas? Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, n'est-ce pas? Je dis souvent que, parfois, la mère est le cocon qui protège, qui veut qu'on ne ressente rien, n'est-ce pas? Et la dépendance aux ailes est aussi ce père, n'est-ce pas? Qui va et qui irrigue ses ailes pour qu'elles puissent conquérir le monde et voler, n'est-ce pas? Et ce n'est pas facile, car nous devons littéralement, comme des cocons, nous déchirer, nous ouvrir à cet être. Pouvoir voler et vivre son propre processus. Laisser venir, n'est-ce pas? Laisser partir, n'est-ce pas? Laisser venir, devenir et laisser partir, n'est-ce pas? Et nous savons que ces souvenirs, ces mémoires, ce cocon seront comme tatoués sur les ailes, n'est-ce pas? Et colorant ainsi les cieux du monde d'une certaine manière. Et c'est un processus. De se retirer, c'est un processus d'apprendre à être marée basse. Aussi, pouvoir sortir un peu pour pouvoir, comme l'a dit Rosa dans notre live sur la posture. 3. Devenir inutile. Ce n'est pas que vous allez perdre votre place de mère, ni celle de père, mais que cet être va trouver son autonomie et sa propre expression dans le monde. Ce n'est pas très facile, parce que cela exige de nous retirer. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Laissez de l'espace pour que vous puissiez m'ancrer. Et alors, Dani, Tu m'as rappelé quand mes filles, quand l'aînée est partie vivre ailleurs. Après la pandémie, elle a décidé qu'elle allait vivre près de son travail et l'autre vivait déjà près de l'université, du lundi au vendredi. Alors, le premier week-end où je suis rentrée à la maison, le vendredi, et que ma fille aînée n'était déjà plus là, parce qu'elle était partie vivre ailleurs, elle avait déjà vécu en dehors du Brésil, mais là, elle était partie vivre en dehors de la maison, payer ses factures, faire ses propres choses. Et ce week-end-là, la plus jeune ne venait pas non plus à la maison parce qu'elle avait une fête, elle avait quelque chose à l'université, n'est-ce pas? Et elle ne venait pas à la maison. Et c'est à ce moment-là, Dani, que tu réalises que tu es devenue la mère inutile. Peut-être. Je me souviens que je suis rentrée à la maison, je me suis assise sur le canapé, j'ai pensé, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne suis avec aucune des deux ici pour qu'on prenne un café. Et maintenant, laisse-moi réfléchir à ce que je vais faire. Laisse-moi ressentir ce que je vais faire. Et puis j'ai mis des vêtements et je suis allée marcher, je suis allée me promener dans la rue, tu sais. Et en même temps que ce cœur était serré, il y avait une joie, n'est-ce pas? Parce que, je pensais, le travail a été bien fait. Mais ensuite viennent beaucoup de douleurs, n'est-ce pas? Je suis avec le travail bien fait, mais c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Sauf que tu parles dans cette quatrième posture, n'est-ce pas?
laisse-moi ressentir, n'est-ce pas? Je suis ici avec toi pour que tu ressentes cette tristesse, cette colère. Essayons de comprendre ce que c'est. Nous, adultes, ressentons cela dans tant d'aspects de notre vie. Et quand, dans le cadre de ce live, revenons à notre. D'ailleurs, en se concentrant un peu plus sur cet objet de cette phase du cocon, vraiment. C'est un moment de grande confusion. C'est encore un moment de beaucoup de projection, de nos conflits en tant que mère, père, et aussi en tant que professeur et professionnels de la santé qui ont parfois ce processus naturel de miroir. Et quand les choses commencent à se compliquer, disons, c'est parce qu'il y a un sujet qui nous concerne, qui est projeté là. Alors, c'est un point important. Pourquoi? Quand on projette ces thèmes, il est très difficile de les voir chez nos enfants. C'est très confus, c'est très intense. Parce qu'on ne veut pas que l'enfant souffre, on ne veut pas que l'enfant ait des conflits, on ne veut pas que l'enfant montre la souffrance. On se sent gêné près du mari, de l'épouse, de la belle-mère, de la mère, du père. Que se passe-t-il avec cet enfant? Alors, il y a toute une série de questions que nous mûrissons au fur et à mesure que l'enfant grandit aussi avec le temps. Il y a cet enfant, et quand c'est l'aîné, en particulier, on apprend à être mère, une nouvelle mère, un nouveau père, à chaque étape. Alors, bon sang, ma fille est devenue, mon fils est devenu préadolescent. Et là, de nouvelles questions de la vie se posent à nous. Maintenant, ma fille est vraiment devenue une adolescente, vraiment. Cette phase que vous avez vécue, à chaque étape, est une nouvelle question, une nouvelle façon d'être et d'être présent. Et quand il y a un conflit, le nôtre, par exemple, si vous aviez un grand conflit d'abandon, lorsque vos filles ont quitté la maison et que vous commenciez à projeter ce manque, cette situation commence à devenir un arrière-plan, une projection aussi de votre propre conflit là-dedans. Alors, je vais donner un autre exemple. Quand il y a des familles avec des problèmes de santé mentale et qu'un fils, une fille, commence à montrer des signes de TOC, d'anxiété, de dépression, il commence à y avoir cette crainte de retrouver quelque chose qui a déjà traversé le système auparavant ou qui est là, n'est-ce pas? Et alors, il est très intéressant que parfois nous devons rapprocher de l'enfant justement l'image de ce parent qui a cette situation pour inclure, pour qu'il y ait une place. Au lieu de vouloir exclure et rejeter parce que cela fait que ce symptôme éclate avec beaucoup plus de force. Tout ce que nous excluons, nous avons tendance à renforcer, à donner plus de voix. Donc, c'est ça. Tout ce que je dis est très important parce que, comme tu travailles aussi beaucoup avec ces thèmes de projection, je voulais t'entendre un peu à ce sujet parce que le mélange est très grand, n'est-ce pas? Comment penses-tu que nous pouvons être un peu plus attentifs? D'une manière pratique, pour que cela se fasse un peu plus au grand jour, de manière plus consciente pour nous? Eh bien, il n'y a pas de recette, n'est-ce pas, Dani? Il n'y a pas de recette parce que chaque famille est unique, chaque histoire est unique, n'est-ce pas? Ce qui me vient à l'esprit, ainsi, quand tu parles, n'est-ce pas? C'est jusqu'à quel point, en fait, n'est-ce pas? Cet enfant ou cet adolescent présente quelque chose pour que nous regardions en nous, n'est-ce pas? Pour que nous incluions, que nous puissions inclure en nous. Alors, souvent, quand un enfant, par exemple, ou un adolescent présente une maladie, un peu, une maladie psychique, une anxiété, un TOC, un borderline, qui est un trouble plus intense. Mais il y avait quelqu'un auparavant qui a aussi présenté cela. Alors,
Combien est-ce que j'exclus ici en moi, en tant que mère, n'est-ce pas? Parce que nos enfants, c'est vrai, ils sont nos miroirs, ils sont nos projections, nos attentes, n'est-ce pas? Combien d'attentes nous plaçons sur nos enfants et que nous espérons et nous attendons, n'est-ce pas? Qu'ils accomplissent pour nous, n'est-ce pas? Et là, Jong parlait de la vie non vécue de nos parents. Peut-être. Alors? Alors, combien moi, en tant que mère, ai-je besoin d'inclure ses parents en moi? Tandis que moi, en tant que mère, ai-je besoin de regarder ses parents et de les intégrer et de dire ainsi, maintenant je te vois. Maintenant, j'accepte les choses telles qu'elles ont été. Mais pour cela, nous devons accueillir notre père, notre vulnérabilité, parce que nous avions peur de ce qui s'est passé à l'époque. C'est la vérité, nous, en tant qu'enfants, avons eu peur de ce qui s'est passé là-bas. Et alors tout ce que nous excluons revient. Bien alors. Nous devons regarder notre enfant, répétant peut-être. Cette situation que j'ai vécue. Terre. Ce n'est plus la mère qui regarde cet enfant, mais c'est l'enfant qui a eu peur auparavant. Ou l'adolescent qui a eu peur auparavant, regardant cet enfant. De nouveau maintenant. Pour marcher ou pour nous fils. Et maintenant, que dois-je faire? Et là, je vais accueillir cet enfant qui a peur. Parce que cet enfant ici a très peur aussi. Cet enfant ici est aussi très vulnérable. Et peut-être que ce père ou cette mère doit simplement se taire pour pouvoir accueillir la fille à ce moment-là. Son enfant, n'est-ce pas? Pour pouvoir soigner sa blessure, pour voir si ce pop-corn éclate, pour ensuite pouvoir vraiment regarder cet enfant. Éclater à la chaleur de l'étreinte. Exactement, ça. Et soudainement, n'est-ce pas? Quand vous étreignez votre enfant extérieur, qui est votre fils ou votre fille, là vous avez accueilli votre enfant aussi. Oui. Oui. C'est très beau tout ça, n'est-ce pas? Parce que nous savons que les gens sont comme ils sont et traversent des histoires difficiles, parfois d'alcoolisme, parfois de maladie mentale, parfois de... Enfin, mort précoce, tant de choses. Difficiles, n'est-ce pas? Cela arrive. Et nous pouvons regarder ces destins difficiles avec dignité, avec respect. Peut-être. Comment arrivons-nous à cette posture? C'est simplement se retirer de la place du jugement. Parce que, en général, il y a des visions. Très comme ça, cette personne a été faible, cette personne s'est laissée emporter, cette personne. X, Y, Z. Y, Z, n'est-ce pas alors? Pouvoir s'arrêter un peu, regarder ces parties. N'est-ce pas, ces pièces? De notre famille et pouvoir? C'est drôle, la phrase dit ça, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble, tous ensemble dans le système pour gérer ces sentiments. Je n'avais pas, sauf que ce pétale s'est ouvert maintenant pour moi. Le livre nous écrit, n'est-ce pas? C'est la grande vérité, n'est-ce pas? Nous qui écrivons le livre nous écrit. Et pouvoir dire à ces parties auparavant divisées, n'est-ce pas? Je te vois, tu fais partie. Et maintenant, enfin, je peux te donner une place parce que je ne sais rien des forces qui t'ont poussé, de la façon dont tout s'est passé. Je ne sais rien, et on ne sait vraiment pas, moise, ce qui pousse une personne à traverser ces expériences si difficiles. Et pouvoir se reposer dans ce non-savoir est un grand soulagement. C'est un mouvement d'humilité qui, en vérité, nous protège.
et qui nous rend petits face à ces destins que nous ne façonnons pas. La moindre idée, car pour eux, nous n'avons vraiment aucune emprise là-dessus et dire « je ne sais rien, enfin je peux voir cela ». Et je renonce à te juger, je renonce à attendre, mais je renonce. Et rien qu'en disant cela, peut-être que tout le système peut se calmer et ce symptôme qui se manifeste chez l'enfant comme un réservoir d'eau plein d'émotions avec le trop-plein qui déborde, quand le réservoir est plein, il commence à fuir, n'est-ce pas? Et alors il peut se calmer et ne plus avoir besoin de se manifester comme un symptôme. Et cet enfant, je ne sais pas si c'était René, je pense que c'était René, le votant, qui a parlé de la petite éponge, parce que, pour une raison que nous ne connaissons pas non plus, que nous ne savons rien. Vient celui qui est la petite éponge. Vient celui qui, comme un miroir. Mélanie Klein disait que vous avez un enfant qui vient comme un projecteur. Il vous éclaire et dit, maintenant, vous allez tout regarder. Que vous le vouliez ou non, maintenant vous allez regarder. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Il vous éclaire. Et vous regardez. Et rien. En parlant pour moi, maintenant, mais rien ne vous rend plus humble qu'un enfant. Parce que, pour un enfant, vous faites quoi, n'est-ce pas, Fanny? Vous allez au combat, vous. Allez vraiment vous battre avec quiconque il le faut. Priez à genoux. Oui, exactement, à genoux. Je vais vous dire que je m'agenouille et je prie vraiment, tous les soirs, d'accord? Pour elle, n'est-ce pas? Parce que c'est ça. Alors, c'est vous qui regardez, n'est-ce pas? Il y a la matriocha, ces petites poupées, il y en amène ici, n'est-ce pas? Que lorsque vous... Ah, je vais chercher, attendez. D'accord, fais attention avec le casque. Ah, c'est un casque. Alors c'est ici, n'est-ce pas? Science, n'est-ce pas? Oui, La femme mire. L'adolescente et l'enfant, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, ce n'est pas ceci ou cela, n'est-ce pas? Mais c'est ceci et cela, et toutes celles-ci sont en nous. Et souvent, nous ne sommes pas encore des aînés, n'est-ce pas? Mais nous pouvons activer l'aîné en nous. Parce que nous ne sommes pas aînés, mais nous avons des grands-mères, arrière-grand-mères, trisaïeuls. Alors nous avons cet aîné en nous. Souvent, nous devons activer la vieille sagesse pour faire face à des situations où vous vous retrouvez et vous vous dites « Et maintenant? Et maintenant? Je ne sais pas. » quoi sert? Une question est arrivée ici, Rose. Une personne demande, et cet enfant qui ressent beaucoup de colère envers sa mère? J'ai l'habitude de dire, surtout l'adolescent, n'est-ce pas? Ou préadolescent, parfois dans l'enfance aussi, n'est-ce pas? Qui ressent beaucoup de colère, la colère est un sentiment secondaire, comme si c'était un masque. Qui cache, quand vous soulevez ce masque, ce que vous trouvez est une profonde tristesse, un sentiment d'impuissance, une douleur profonde. Alors, souvent, la colère et le cri de l'adolescent sont les pleurs, qui ne peuvent pas être opposés. C'est le cri de ce système familial, c'est aussi le cri que la mère et le père n'ont pas pu exprimer. Donc, c'est aussi un cri systémique. C'est très important, et j'ai cherché à apporter cette conscience. Tous ces lives, les amis,
Ils sont enregistrés ici sur mon IGTV, mais je les mets tous dans une playlist sur mon YouTube, appelée Je suis là avec vous, qui est le nom du livre, je montre ici, rapidement à nouveau. Pour ceux qui veulent l'acquérir, c'est sur mon profil, il suffit d'aller sur mon arroba, Daniela.Migliari, cliquez sur ce lien qui vous permet d'acheter Le livre est livré dans tout le Brésil. Il sera également disponible cette semaine pour ceux qui vivent à l'étranger et ont besoin du livre. Sous forme électronique, il sera également disponible. Donc, c'est un livre qui a été entièrement construit. Et, dans cette playlist, j'apporte aussi plusieurs vidéos et méditations d'accueil pour l'enfant. Blessure intérieure. Parce que lorsque nous, parents, sommes nourris, nous sommes réconciliés parce que quand on arrive à l'âge adulte, Rose, on ne peut plus exiger que notre mère, que notre père prennent soin de nous. Nous sommes déjà dans notre vie adulte et nous devons en quelque sorte nous materner, nous paterner et prendre soin de nous, nous responsabiliser sur notre propre processus d'accueil. Et il est possible de faire cela, bien sûr, en regardant intérieurement notre relation avec notre mère, avec notre père, qui sont nos racines, la source de notre vie. Le plus possible de respect, de dignité et, dans cet espace que j'ai déjà mentionné ici, auparavant, de se retirer du jugement, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile, souvent il faut un accompagnement thérapeutique, d'autres fois il faut une constellation familiale pour aider à cela. Parfois, il y a un traumatisme, un mouvement d'amour interrompu, où nous avons perdu confiance en notre mère, en notre père, et parce que nous n'arrivons pas à avoir cela. Il devient difficile d'offrir ce lien aux enfants. Parce que si j'ai perdu confiance dans le lien avec ma mère, avec mon père, la peur de se lier à nouveau et de perdre est très grande. Et, parfois, cette défense, nous la transmettons de manière inconsciente aux enfants. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est rien de tout cela, c'est simplement un conflit qui est là, non pas comme une punition, mais parce que nous avons la possibilité de grandir avec lui, de nous développer et de pouvoir faire cette nouvelle intégration. C'est pourquoi accueillir l'enfant et l'adolescent blessé a à voir avec accueillir l'enfant et l'adolescent blessé. Alors, une des questions que j'ai apportées pour vous, que j'aimerais déjà vous poser ici. Comment pouvons-nous accompagner cet enfant, cet adolescent, de manière pratique dans l'élaboration d'un conflit qu'il est en train de vivre? Quels conseils donnez-vous à ce sujet? En tant qu'adolescent, je travaille beaucoup avec des images, des contes, des métaphores, parce que je remarque que c'est la manière la plus facile, la plus sereine, la plus aimante d'atteindre l'adolescent. Quand l'adolescent vit un conflit, c'est souvent un véritable traumatisme. Et souvent, le traumatisme a besoin d'une conclusion. N'est-ce pas? Tout à coup, il a subi du harcèlement à l'école, et alors, avec l'imagination, avec son corps, en utilisant tout cela, n'est-ce pas? Je travaille beaucoup avec ça. Et si tu avais pu faire quelque chose, qu'aurais-tu fait? Ah, je lui aurais donné un coup de poing. Vraiment? D'accord, mais que penses-tu qu'il se serait passé si tu y étais allé pendant des jours et lui avais vraiment donné un coup de poing? Et là, je travaille avec cette conclusion du traumatisme, comme dans l'amour interrompu, tu sais, Oui, quand il y a un amour interrompu, c'est quand une mère, pour une raison quelconque, s'est éloignée de son enfant encore petit. ou le père aussi. Ou le père, n'est-ce pas? Tu mets en place, n'est-ce pas, pour refaire ce mouvement, n'est-ce pas? Qui perd, disons, n'est-ce pas, qu'à plus de 90 ans, il a dû retourner chez sa mère. À plus de 90 ans, il perd le royaume, n'est-ce pas? Alors, je m'imagine ici. Tu sais, C'est bien, on a de l'aventure. Jusqu'à la fin de la vie, on a encore quelques tours à faire sur les montagnes russes. exactement, n'est-ce pas? Et parce que notre évolution, c'est toujours ça, n'est-ce pas?
Alors, quand on structure une chose, l'autre se déstructure, et là on va regarder l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est en regardant cet adolescent. De cette manière, tu sais, quand tu as parlé du papillon, par exemple, n'est-ce pas? Je me suis souvenu d'une petite histoire qu'un professeur a racontée, Magaldi, n'est-ce pas? L'histoire du papillon, où il raconte une petite histoire du papillon qui mangeait les feuilles, n'est-ce pas? Et puis il continue à raconter la petite histoire du papillon, jusqu'à ce que le papillon, quand il se cogne, allait vraiment mourir. Tuer cela. De la chenille, oui. Quand elle va du côté de l'arbre, elle commence à voler. Et que se passe-t-il? Comment ça, je suis en train de voler? Que chaque fois qu'elle croyait qu'elle allait mourir, quelque chose de magnifique se produisait dans sa vie. Donc, je travaille beaucoup sur ces questions, ces métaphores. C'est la manière la plus sereine de travailler avec les adolescents. Histoire, conte, mythe. Les contes aident beaucoup. Aujourd'hui, je racontais à mes enfants dans la voiture. Parce que nous parlions d'holographie, ils sont allés visiter l'exposition de Van Gogh ici. Et je leur ai raconté, d'une certaine manière, une consultation que Berlinger a faite. Je ne me souviens pas exactement comment cela s'est passé avec lui, mais je leur ai raconté une histoire analogue et similaire pour qu'ils comprennent que les parents nous cherchaient Bertie pour pouvoir travailler. Avec un enfant qui faisait pipi au lit tous les soirs, ne dormait pas bien, toute la famille se réveillait, donc c'était quelque chose qui posait problème, n'est-ce pas? Et alors Bertie est allé parler avec cet enfant et a commencé à lui raconter une histoire. Il n'a pas parlé directement à l'enfant de la situation, regarde-toi. Tu dors, tu te réveilles, tu fais pipi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non. Bertie a fait un conte, a raconté une petite histoire, à propos d'un garçon. Et chaque nuit, il allait se coucher et il entendait le bruit d'une eau qui gouttait, un bruit étrange et cela l'empêchait de dormir. Puis, une certaine nuit, il a pris son courage à deux mains, a pris sa petite lampe de poche et a marché jusqu'à trouver dans le sous-sol de la maison. Quelle était l'origine de ce bruit? C'était un robinet, qui gouttait l'eau, tombait et frappait une surface, qui produisait un bruit, plus fort. Et alors il est arrivé, il a fermé, ce robinet. Alors, il a rangé sa lampe de poche, est remonté tout le chemin jusqu'à sa chambre, s'est allongé dans son lit et a dormi paisiblement. Et puis, cet enfant est rentré chez lui avec ses parents et cette nuit-là, il n'a pas fait pipi au lit. Parce qu'il n'y a eu aucun moment, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de conversation directe sur le pipi. Mais il y avait un robinet qui gouttait que l'enfant a réussi à fermer. Oui. Alors, c'est juste un exemple. Je ne sais pas si l'histoire est exactement celle-là. J'ai ce problème, Rose, de fabrique, tu sais? J'écoute et parfois je raconte l'histoire avec d'autres couleurs. Je sais, je raconte. C'était quelque chose comme ça. Je sais que l'enfant fermait le robinet. Alors, ainsi, ce sont des images que nous pouvons utiliser avec cet métalangage, c'est-à-dire un langage qui n'est pas direct, n'est-ce pas? Je raconte d'une manière, ainsi, projetée vers cet autre point pour pouvoir atteindre cette histoire, n'est-ce pas? À l'intérieur de la personne dans cette élaboration. Alors, les contes, des archétypes, tous apportent des histoires très intéressantes, comme celle que tu as apportée. Sur le pop-corn, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons utiliser les livres, mon propre livre pour enfants, que j'ai fait, Ravi, il apporte cela, n'est-ce pas? Ravi est le miroir qui a appris à briller, qui est aussi un livre, Les gens, qui est dans mon, si vous cliquez sur le lien de mon profil, c'est un livre qui développe l'estime de soi et l'amour de soi chez les enfants. Parfois, l'enfant, elle a une situation délicate, une faible estime de soi, enfin. Et là, à la fin, je ne vais pas raconter la fin de l'histoire, mais je vais juste vous dire qu'il y a ici, regardez, je pas ici, votre visage.
Ceci à cette petite lettre. Ainsi parce que c'est ma fille aînée qui a illustré quand elle avait entre 10 et 13 ans. Et j'ai gardé tous ses traits. Bien. Oui. N'est-ce pas? Naturel même, tous ces dessins ici. Ce livre est une merveille pour qu'on le raconte aussi à notre enfant intérieur, pour qu'on le fasse, par exemple, avec un élève ou avec un patient. Même là, vous pouvez dire, regarde, amène ici ton enfant blessé, je veux te raconter une histoire. Et là, en montrant les images, en montrant chacun des moments jusqu'à ce qu'il arrive et se découvre, parce que tout cela est aussi curatif pour les adultes. Et quand un adulte entre dans cet état d'intention, de présence et raconte cette histoire à son élève, à son patient, à son enfant, à son neveu, à son petit-enfant, avec cette intention, il peut aussi voir à côté, assis, à côté de l'enfant, son enfant intérieur. Et nous nous guérissons au fur et à mesure que nous aidons les enfants à traverser ces endroits. Alors, c'est très beau de pouvoir vivre ces guérisons ensemble, parce que le miroir ne fonctionne pas seulement pour projeter des conflits. Le miroir fonctionne aussi pour projeter la guérison, la joie, la gratitude. Et les images, Dani, aussi, elles sont très réelles, n'est-ce pas? Alors, quand tu parles à un adolescent ou à un enfant, ferme les yeux et dis-moi dans quelle partie de ton corps se trouve cette colère, n'est-ce pas? Et soudain, elle dit comme ça, ah, c'est dans ma main, n'est-ce pas? Ah, alors, portons notre attention sur ta petite main, portons notre attention sur ta main. Quelle image apparaît? Et là, des images très intéressantes surgissent, très intéressantes. Parce que notre corps, c'est tout. Tout est marqué ici. Tout est non. Alors, la véritable. Il arrive souvent que l'adolescent dise, je vois une femme en colère, elle est très fâchée. Hein? Alors parlons avec elle. Parlons avec elle. Demande-lui pourquoi elle est en colère, ce qui se passe, ce qui la met en colère. Et là, il crée. Cette image, il crée lui-même, cette situation. Et peu importe si ce qu'il dit est vrai ou non. Ce qui compte, c'est que c'est ici à l'intérieur. Ça sort d'ici et ce qui sort d'ici est vrai, c'est réel. Il arrive aussi, tu sais, Danny, que des enfants et des adolescents, souvent, développent un trouble pour détourner le regard des parents du conflit des parents et qu'ils doivent se tourner vers eux. Alors, l'enfant développe la maladie, le trouble. Et là, ses parents, qui étaient soudainement dans un grand conflit, sont obligés de tourner leur regard vers cet enfant et de détourner le leur. Et, souvent, les conflits de couple, même s'ils se sont déjà séparés, parfois ils ne sont plus mariés, mais le conflit est encore très présent à la maison. Beaucoup qui fait. J'ai eu un patient il y a longtemps, bien qu'il soit déjà adulte, mais il était adolescent. Quand il est venu, l'école m'a recommandé. Et il avait beaucoup de problèmes psychosomatiques, de santé physique, vraiment, tu sais. Et celui qui venait discuter avec moi, c'était seulement le père. Le père qui a pris rendez-vous, le père qui est venu et les parents étaient déjà séparés. Et il a commencé à m'apporter qu'il se retrouvait souvent entre les parents, n'est-ce pas? Parce que les parents ne se parlaient pas, alors la mère parlait du père à lui, le père parlait de la mère à lui, et il devait toujours faire le médiateur entre les deux, n'est-ce pas? Et puis un jour, je lui ai dit comme ça, regarde, je vais fixer un rendez-vous avec ton père et ta mère. Il a dit, mais tu vas fixer un rendez-vous avec mon père et ma mère séparément, n'est-ce pas, Rose? Je lui ai dit, non, ensemble. Il a dit, Rodrigo, ils vont te jeter d'ici. J'ai dit, ah, je vais tenter le coup, n'est-ce pas? Peut-être. J'ai fixé.
J'ai fixé avec les parents. Le père est arrivé en premier, n'est-ce pas? Voulant savoir ce que c'était, pourquoi j'avais fixé cela. Et j'ai dit, calme, n'est-ce pas? Attendez, attendons que les choses arrivent, la mère, votre fils, on discute. Et puis elle est arrivée, n'est-ce pas? Elle voulait aussi comprendre pourquoi cela. Ils se sont assis dos à dos. Et là, j'ai commencé à parler avec l'un, parler avec l'autre, parler avec l'un, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à parler et j'ai dit, maintenant je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de vous regarder. Et alors ils se sont regardés. Et j'ai dit, maintenant vous, un à la fois, n'est-ce pas? J'ai dit, à la femme, vous allez lui dire tout, ce que vous ressentez. Tout ce que vous auriez aimé lui dire toutes ces années, et que vous n'avez jamais dit. C'est gardé en vous et que vous dites à votre fils tous les jours. J'ai dit, si vous lui parlez, vous n'aurez plus besoin de parler de ça. Plus. Et elle a parlé, 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 les larmes coulaient. Devant le fils, Yam, yam. J'étais seulement avec eux deux. Parce que c'était un conflit d'adultes. Et puis, après, le père a parlé, le père s'est aussi exprimé, et là ils se sont regardés, se sont exprimés, et ont commencé à se calmer, n'est-ce pas, et à aller bien. Je suis sortie du cabinet, il était 23 heures, ils discutaient sur le trottoir, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, le fils est venu, s'est assis en face de moi et a dit. J'ai dit quoi? Il a dit pourquoi venir avec mon père et ma mère. Alors j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est parce que maintenant, Rose, ils veulent tout résoudre à mon sujet. Ils se parlent pour résoudre. Si je vais faire, si je vais voyager, si je ne vais pas, si je peux rester avec des amis, si je ne peux pas. Et puis j'ai plaisanté avec lui, j'ai dit, maintenant, la manipulation est terminée, n'est-ce pas? Alors il a souri et a dit, je veux juste savoir ce que tu as fait avec lui. Et c'était un beau travail, n'est-ce pas? Parce qu'il s'améliorait lentement, bien sûr. Psychologue, il allait chez l'homéopathe, faisait de l'acupuncture parce qu'il avait développé un problème de santé, vraiment, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et le symptôme cherche toujours la solution, n'est-ce pas, Rose? oui, oui. Et ces symptômes étaient sérieux. Je regardais et je disais, non, n'est-ce pas? Regardons. C'est pour la racine de cela, n'est-ce pas? Et alors, bien sûr, n'est-ce pas, Danny, que ce père avait aussi un père et une mère, cette mère avait aussi un père et une mère, n'est-ce pas? Et, bien souvent, ce sont des situations qui ne cessent de se répéter jusqu'à ce qu'elles soient affrontées. Et tu as abordé un sujet, un mot particulièrement important, qui est le mot manipulation. C'est très courant, surtout chez les adolescents et les enfants qui vivent ces processus. Parfois, les parents se mettent dans cette position de. Et les enseignants aussi. Enfin, les thérapeutes, n'est-ce pas? Cet enfant manipule, cet adolescent manipule. Et c'est très important, tout comme la colère, c'est un cri d'aide, un cri de secours, qui est là comme une réaction instinctive qui dit « je veux vivre, je veux faire, je veux exister ». Nous avons tendance, parfois, à exclure, à ne pas vouloir entrer en contact et à commencer à juger cet enfant et cet adolescent dans ces situations. Quand vous soulevez le masque de la colère, il y a là un profond désarroi, une profonde tristesse. La manipulation est la même chose. La manipulation est un appel à l'aide. La manipulation est une demande, un cri de par pitié, n'est-ce pas? Alors, ce ne sont pas seulement les symptômes physiques, ces symptômes comportementaux qui parfois se manifestent comme une personne qui est là, voyant une situation de grand conflit à l'école, de grande douleur, de défier la professeure et de défier tout le monde et ne supporte pas, tout cela est aussi un symptôme, un appel à l'aide. Regarde-moi, je suis là, il est aussi là,
Les parents sont là, je suis là. Les professeurs, je suis là, pour t'aider avec ça, qui est le titre du livre. Mais ils veulent aussi les services, je suis aussi là, regarde-moi. C'est une demande de secours. C'est très important, parce que quand on commence à accuser les enfants d'être en colère ou de manipuler, on ne soutient pas, on ne résout pas. On sort de l'adulte responsable, que ce soit un enseignant ou un professionnel de la santé, quand on commence à croire à cela, et qu'on ne perçoit pas la douleur qui se cache derrière ce comportement, et qu'on vient ici pour rester sur le ring, pour dire non, attends, bien sûr qu'on va avoir la lucidité de percevoir que cette manipulation est en action, que cette manipulation se produit, mais comme un mécanisme de défense. Comment puis-je aider cet enfant, cet adolescent, à avoir confiance et à accéder à cette tristesse, à ce désarroi, pour pouvoir l'aider, à retravailler cela et ne plus avoir besoin de ce recours à la violence, aux cris, à la colère, à l'automutilation, à la dépression profonde, aux symptômes physiques, à l'anxiété. Enfin, c'est très important. Juste pour conclure, parce que quand j'ai terminé avec lui, par exemple, il a compris pourquoi il n'avait plus besoin de ce recours, il était vu. Alors, parfois, quand vous, avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin, vous terminez ce qui se passe, l'adolescent lui-même cherche d'autres ressources pour pouvoir gérer cette douleur. Parce que souvent, d'aîné, l'adolescent doit apprendre à gérer sa douleur tout seul. Parce que dans de nombreux moments, ce père, cette mère, ils sont tellement blessés, avec tant de blessures qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et c'est là que, dans le cas professionnel, on perçoit cette situation et on va, d'une certaine manière, avec le patient, aider à trouver des ressources, à terminer ce qui se passe et à chercher ensemble des ressources pour que vous puissiez gérer. 7. Douleur. Parce que souvent, la douleur des parents, elle est tellement immense qu'ils n'arrivent pas à voir d'aucune manière. Elle devient taille enfant, d'accord. C'est vraiment adolescent contre adolescent. Et il faut demander de l'aide à ce moment-là, n'est-ce pas, Rose? Parce que personne ne fait cela parce qu'il est faible, parce qu'il est mauvais, parce que, en fin de compte, il ne sait pas être mère, il ne sait pas être père, car c'est trop douloureux pour les mères, pour les pères de se sentir diminués dans cet endroit. La question est aussi de ne pas s'attacher à cet endroit d'enfant et d'adolescent intérieur blessé, d'avoir la lucidité de percevoir qu'on entre dans cet endroit, et de chercher de l'aide pour apprendre à accueillir son propre processus, demander de l'aide. Et cela, Danny, est un processus de prise de conscience de l'endroit où il se trouve, de réaliser qu'il est adolescent comme son enfant et souvent. Je remarque que cela prend du temps parce que cette mère, ce père, n'arrive pas à s'en rendre compte. Alors, c'est comme si vous alliez lentement avec lui dans son processus jusqu'à ce qu'il puisse regarder et dire, regarde, j'ai besoin d'aide. Il y a aussi eu un patient, il y a quelques semaines, qui a été très malade, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, c'est un processus où l'on avance doucement, regarde ton corps montre, regarde comment sont les choses, et là tu avances doucement, tu l'accompagnes en regardant la maladie dont il est atteint, parce que c'est un processus, parfois c'est un processus très lent, pour pouvoir se rendre compte. Ce fait d'être ensemble, je suis même ici, avec ce tableau derrière, qui est de ces couturières du Rio São Francisco, tu sais? Elles sont des brodeuses. Ce tableau est magnifique, je l'ai reçu de ma mère. Et il y a le fleuve, là, le fleuve, avec les rives. Je vais lire un poème ici, qui est dans le livre, qui est un poème d'Anna Carroll, où elle dit ainsi, materner, et je crois que paterniser aussi, c'est être la rive.
pour le courant, sans jamais changer. Le cours du fleuve. Je vais répéter, materner, paterniser, c'est être la rive, pour le courant, sans jamais changer. Le cours du fleuve. Et je crois que cet accompagnement, en tant que professionnel de santé, en tant que professeur aussi, c'est réussir à faire cet accompagnement en respectant la nature propre de cet être. À son rythme, pas au nôtre. C'est respecter l'histoire qu'il porte, respecter ce qu'il apporte, dans ses bagages et à son rythme. Alors, souvent, vous devez vraiment attendre, avec beaucoup de patience et en travaillant ensemble et en marchant ensemble, vous savez, jusqu'à ce qu'un jour, souvent il arrive ici et dit, tu ne croiras pas, j'ai eu une idée, j'ai eu une illumination, j'ai pensé à quelque chose, et je dis, vraiment? Alors, allons-y, raconte-moi. Et là, ils s'épanouissent. Certains ont un processus plus rapide et d'autres ont un processus plus long. C'est magnifique. Oui, et c'est très intéressant de pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle façon de résoudre. J'ai déjà parlé dans les premiers lives. Le premier live était avec Renata Pinotti, où nous avons parlé de l'attachement, du mouvement interrompu, n'est-ce pas? Ensuite, c'était de la posture 1. Pour la posture 2, j'étais avec Renan Schubert et nous avons également eu toute une conversation sur ce processus, de soutenir le regard et l'écoute, n'est-ce pas? Et nous avons apporté diverses astuces pratiques dans ce live. Le troisième a eu lieu samedi dernier avec Rançon Brickninger. Nous avons parlé de cette naturalité aussi des adultes à être humains, des personnes en construction, des personnes avec leur propre vulnérabilité, et comment montrer ce côté aux enfants et aux adolescents sans perdre la référence de la personne qui est responsable de cette éducation, de cette formation, sans sentir qu'on perd cette référence même, disons, enfin, d'autorité. Et aujourd'hui avec vous, avec ce fait d'être ensemble, et de réaliser que ce fait d'être ensemble est bien plus vaste que ce que nous imaginions, n'est-ce pas, Rosa? Alors, j'aimerais beaucoup entendre vos considérations sur ce parcours. Et vous avez dit quelque chose au début, n'est-ce pas, qui est très important, n'est-ce pas, Dani? Quand on regarde l'être, on le voit social et spirituel, n'est-ce pas? Il est un tout, n'est-ce pas? Il est à nouveau intégré, il n'est pas ceci ou cela, il est tout, n'est-ce pas? Et il est très important qu'il soit vu de toutes les manières et qu'il voit vraiment qu'une chose n'exclut pas l'autre. Et nous, en tant que parents, faisons tout ce qui est possible pour aider nos enfants. Mais pour cela, nous devons regarder. Nous devons beaucoup regarder. Nous devons beaucoup travailler. Nous devons regarder nos vulnérabilités, nos peurs. N'est-ce pas? Regarder notre enfant et dire, j'ai peur de cela, j'ai peur. Qu'il devienne comme mon parent qui a eu cela, n'est-ce pas? Et c'est regarder sa peur. S'il a la même situation que mon parent, mais la peur que j'ai de devoir revivre cela, n'est-ce pas? Parce que c'était déjà si douloureux de passer par là. Et je vais devoir le revivre. Tu vas passer et tu vas guérir. Exactement, mais dans un premier temps, c'est pouvoir accepter cela. Et une fois que tu acceptes cela, c'est dire, voilà, maintenant, je suis prête à regarder cela. Maintenant, je regarde. Maintenant, je regarde. Maintenant, je vois. Maintenant, tout va bien. Mais c'est regarder sa propre vulnérabilité, ses propres peurs, son propre enfant. Et là, tu peux regarder à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de dedans ou dehors, il y a dedans. Et dehors. Et quand je regarde à l'intérieur, je regarde aussi à l'extérieur. C'est ça,
Hermès Trismégiste nous a déjà enseigné cela dans les lois hermétiques, n'est-ce pas, ma chère amie? Ma chère amie philosophe, quelle bonne conversation, nous avons déjà complété une heure de live. Oh, quel plaisir. Je veux te remercier beaucoup, Dani. C'était vraiment bien. C'est moi qui te remercie. Aussi, tu me remercies. Et moi aussi, et je te remercie. J'allais dire que c'est un honneur d'être ici avec toi parce que tu sais combien je t'admire. L'honneur est pour moi, Rosie. Je vois aussi ici les gens qui participent avec nous, envoyant des petits cœurs, proposant des suggestions. Il y a une personne qui a mentionné un très bon livre aussi, c'est Les contes qui guérissent. Les gens, il y a beaucoup de belles choses à disposition. Nous avons formé un réseau de personnes partageant les mêmes idées, de personnes en harmonie, pour pouvoir apporter ces attitudes. Voyez, ces attitudes ne sont pas magiques, elles ne sont pas quelque chose qui vient ici, une solution miracle qui va tout résoudre, ce n'est pas comme ça. C'est tout un ensemble de choses et quand on parvient, vous savez, à s'arrêter un peu, à essayer de nouvelles choses, à chercher cette aide, à chercher ce soutien, on peut vraiment s'enrichir les uns les autres, n'est-ce pas? Et encore une fois, je veux me rendre disponible. Un grand envoi est parti aujourd'hui pour tout le Brésil. Tu sais ce que j'ai fait, Rose? J'ai passé ici, à côté, une essence que nous avons également utilisée le jour du lancement, qui est une essence d'huile, très parfumée, pour que la personne, quand elle l'ira, vous savez, puisse déjà sentir ce petit parfum qui prend soin. Alors, les gens, ceux qui veulent acquérir ce livre prend pratiquement une demi-heure de lecture seulement. Il est très rapide, il est très court. Ces propositions permettent d'expérimenter ces postures et bien sûr, ceux qui vont le faire, ceux qui vont mettre cela en action, ce sont les enseignants, les professionnels de la santé, les mères et les pères, les oncles, les grands-parents qui vont expérimenter ces endroits et mettre en action qui ils sont. Alors, regardez, c'est ici, c'est sur mon profil, il suffit de cliquer là pour pouvoir l'acquérir et l'envoyer dans tout le Brésil. Et toutes ces lives sont disponibles ici sur IGTV, sur YouTube, parce que l'idée est que je voulais que vous ressentiez l'approfondissement de ces thèmes à travers les lives. D'accord les gens? Alors je fais cela ici de tout cœur. Vous voyez les personnes qui viennent ici, chacune choisit avec soin. Rose est une collègue, psychologue clinicienne, thérapeute également dans le domaine de la constellation familiale, et elle est merveilleuse. Je suis très reconnaissante. Voulez-vous faire vos remarques finales? Oh, Dani, je suis très heureuse d'être ici avec toi, n'est-ce pas? Regardez l'être dans son ensemble, tu sais, chercher tout ce qui est nécessaire, psychologue, psychiatre, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider à l'amélioration de toi-même, tu sais, qui est un être très important pour nous, tous ne font et terminer leur douleur. Alors, c'est donner de la lumière et voir ce qu'il y a derrière. C'est tout. C'est ça, ma chère. Et dire aux parents et aux enseignants qui traversent une période si difficile, jeudi je vais faire le live sur la posture 5 avec Hélène Vieira da Fonseca, qui est spécialiste en pédagogie systémique. Et elle va beaucoup parler des solutions pour les écoles, donc je crois que nous aurons encore des rencontres très riches, très merveilleuses. Et dire, croyez, cherchez de l'aide, le fameux demandez et vous recevrez, demandons vraiment du soutien, et nous allons additionner et nous allons trouver des moyens de gérer cette douleur si poignante qu'est de voir un enfant, un adolescent dans un processus de souffrance intense. Alors, j'ai donné ce message. À la fin de tous les lives, nous ne sommes pas seuls, nous donnons tous cette étreinte à la société parce que nous pouvons aussi nous guérir dans ces échanges collectifs et prévenir des moments difficiles comme beaucoup de familles traversent avec des idées suicidaires, avec des suicides effectifs, n'est-ce pas? Donc nous pouvons travailler pour prévenir tout cela et faire en sorte que cela devienne une marche
qui élèvera tout le monde, ensemble aussi, n'est-ce pas? Bon, alors je remercie la présence de tous, à toi Rose, toute ma gratitude. Bonne nuit à tous ceux qui étaient ici, oui, le live sera sauvegardé. Et jeudi il y en aura un autre, suivez mon fil d'actualité et envoyez ce live ici par 7 avions en papier aux personnes que vous sentez dans votre cœur qui peuvent bénéficier de ce contenu ici aussi, d'accord les gens? Alors, bonne nuit Rose. Un bisou, merci beaucoup, tu sais. C'est moi qui te remercie pour ta présence. Dieu te garde, gros bisous. Au revoir, au revoir. Dieu te garde.